Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la correction de l'exercice du 6 avril. Donc une suite définie sur un nombre réel dont l'intégrale entre 0 et 1 de Tn sur 1 plus T au carré de dt. Donc pour la première question, on doit démontrer par récurrence que pour tout n, Tn plus 1 est inférieur ou égal à Tn. Pour cela, on va devoir rédiger la récurrence. Parce que sinon, je sais pas si vous voyez. Oui. Donc je vais écrire gros quand même. Donc démontrons par récurrence que la propriété Pn Tn plus 1 inférieur ou égal à Tn pour tout n appartenant à un nombre réel où T appartient à l'intervalle 0,1. C'est bon, vous voyez. C'est mieux comme ça. Donc, pour l'initialisation, donc là, on doit démontrer qu'au rang n, la propriété est vraie. Donc, démontrons que Pn est vrai au rang 1. Au rang n, je veux dire. Donc, on prend pour n égale à 0. Ok. Je sais pas si vous voyez. Donc, on a... Donc, si on remplace n par 0, ici, on va avoir T0. Et donc, forcément, on aura T0 plus 1, qui fait T1 inférieur ou égal à T0. Donc, ça revient à T à la puissance 1, ça revient toujours à T. Et T0, c'est 1. Donc, on peut dire que T est inférieur ou égal à 1. Donc, T est compris entre 0 et 1. Donc, la suite, enfin la propriété est vraie au rang n. Donc ça va. Je rectifie un peu la chronologie de ce que vient de faire Emma. Donc pour démontrer P de 0, c'est-à-dire l'initialisation, l'objectif c'est de comparer T puissance 0 plus 1, qui est égal donc à T, et T puissance 0 qui est égal à 1. Or, on sait que T, d'après l'énoncé, appartient à l'intervalle 0,1. Donc, on sait que T, il est compris entre 0 et 1. Et donc, du coup, ici, on peut donc dire que T puissance 0 plus 1 est inférieur à T puissance 0. Donc, ici, on a bien démontré que P de 0 est vrai. Après, l'hérédité. L'hérédité. Donc, on rédige soit n fixé. Donc, montrons par récurrence que Pn soit vrai. Oula, déjà c'est pas montrons, c'est supposons. Faut que j'apprenne par cœur. Supposons que Pn soit vrai au rang que Pn soit vrai. Démontrons
qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? Comme on a appris, donc, je sais pas si vous voyez en vert, au brouillon, alors moi je me le note tout le temps, ça va, vous voyez. Au brouillon, alors du coup, on veut Tn plus 2 inférieur ou égal à Tn plus 1 inférieur ou égal à Tn. Donc nous, à la fin, on veut ça. Pour ça, on sait déjà, donc on l'a montré dans l'initialisation, on sait que Tn plus 1 est inférieur ou égal à Tn. Donc là, il n'y a pas trop de secret. Pour démontrer que pour qu'on ait ça en gros, on va multiplier par t de chaque côté. Ici on aura t fois tn plus 1 inférieur ou égal à tn fois t, qui revient à tn plus 2 inférieur ou égal à tn plus 1. Donc la propriété est vraie au rang n. J'écris très très mal, mais l'important c'est de comprendre. Du coup, la généralisation, vous connaissez, hein, on a démontré que la propriété était vraie au rang n par tn plus 1 est inférieur ou égal à tn, et on a démontré qu'elle était vraie aussi au rang n plus 1, donc qui est démontré par tn plus 2 est inférieur ou égal à tn plus 1, qui est inférieur ou égal à tn. Bon, après, question 2. Question 2. En déduire que pour tout n appartenant à un nombre réel, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on sait... Donc là, on va devoir prouver que la suite un plus 1 est inférieur ou égal à la suite un. Donc, en bref. Donc, on sait que pour la question 2, en déduire que pour tout n appartenant à un nombre réel, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc on va se servir de ce qu'on a fait dans la récurrence, donc par tn plus 1 est inférieur ou égal à tn. Donc, on sait que tn plus 1 est inférieur ou égal à tn. Donc, où t appartient à l'intervalle 0,1. Voilà. Donc, ce qu'on va faire... Alors, attends. On sait aussi que un égale l'intégrale de 0,1 de tn sur 1 plus t au carré de dt. Donc on va donc tout simplement on va essayer de reconstruire cette suite, enfin cette fonction plutôt, à partir de tn. Donc on va garder cet encadrement, donc tn plus 1 est inférieur ou égal à tn. Donc pour ça forcément on va essayer de reconstruire la suite, donc il y a juste à diviser par 1 plus t au carré. Où 1 plus t au carré est positif. Donc forcément ça ne va pas changer le signe. Donc on aura tn sur 1 plus t au carré qui est supérieur ou égal à
Tn plus 1 sur 1 plus T au carré. On sait que dans le cours, quand une fonction est inférieure ou égale à une autre fonction, et bah son intégrale de cette fonction est inférieure ou égale à l'intégrale de l'autre fonction. J'ai mis t mais c'est x. Donc là on va appliquer le cours sur cette inégalité. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de Tn plus 1 sur 1 plus T au carré est inférieur au 2 dt est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 Tn sur 1 plus T au carré de dt. Alors là, on retrouve bien un. Et on en déduit que ce gros truc, c'est un plus 1. Je sais pas si ça s'écrit là. Donc on a démontré que un plus 1 était inférieur ou égal à un. Question 2. 3, je veux dire. Démontrer que pour tout n appartenant à un nombre réel, un est supérieur ou égal à 0. Donc on reprend une propriété du cours qui est que si une fonction est supérieure ou égale à 0, alors son intégrale de cette fonction est supérieure ou égale à 0. Donc on va appliquer ce cours sur cette suite. Donc on sait que Tn sur 1 plus T au carré est inférieur ou égal à 0. Donc on en déduit que l'intégrale de 0 à 1 de Tn sur 1 plus T au carré de dt est inférieur ou égal à 0 tout simplement. Donc ça entre un qui est supérieur ou égal à 0. Alors pourquoi Tn est sur 1 plus T au carré est supérieur à 0? Tout simplement parce que T est compris entre l'intervalle 0 et 1. Donc il est forcément positif. Donc ça c'est positif et ça c'est positif. Tout est positif. Donc la suite est un est positive. 4. Ouais, c'est bon, vous voyez. Démontrer que un converge. On ne cherchera pas de limite. Donc pour qu'une suite converge, il faut qu'elle soit minorée ou majorée. Donc on va l'écrire. Un converge si elle est majorée ou minorée par un nombre. Dans la question précédente, on a démontré que un était supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la suite sera toujours au-dessus de l'axe des abscisses et ne n'ira jamais dans les négatifs du coup, vu que ici c'est 0. Donc la suite sera toujours au-dessus de 0. Sauf que, si vous vous souvenez bien, dans la question 2, on a démontré que un plus 1 était inférieur ou égal à un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est décroissant.
que la suite est décroissante du coup. Car un est supérieur ou égal à un plus 1. Oui, voilà. Donc forcément, elle sera décroissante. Décroissante comme ça, on sait pas, mais au moins, elle sera toujours plus grande que 0. Donc on en déduit que la fonction, elle sera comme ça. Donc on peut déduire que la fonction, elle sera de ce type-là. Pourquoi? Parce qu'elle sera toujours plus grande que 0, mais elle est décroissante. Donc au bout d'un moment, oui, elle sera vers 0. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Tout simplement que la suite est convergente, enfin la suite converge et est minorée par 0. Question 5. Si t appartient à l'intervalle 0,1, démontrez que pour tout n appartenant à nombre réel, tn sur 1 plus t au carré est inférieur ou égal à tn. Donc, pour ça, on va tout simplement, on va reconstruire cette suite en fait. Enfin, oui, on va devoir tout reconstruire à partir de t. Donc, enfin, c'est ce que j'ai fait. Hein. Après, je pense qu'il y a plusieurs, d'autres solutions. Donc, on sait que t appartient à l'intervalle 0,1. On peut l'écrire aussi sous cette forme-là, qui est beaucoup plus simple. On va reconstruire la suite. Donc, on va mettre au carré de chaque côté. Donc ici, on aura 0, t au carré, compris entre 1 et 0. Ensuite, on va faire plus 1 de chaque côté. Donc 1, inférieur ou égal à t au carré plus 1, inférieur ou égal à 2. Après, j'ai fait l'inverse. J'ai multiplié par l'inverse pour avoir tout simplement cette forme-là. Donc, sauf que vu que je vais multiplier par l'inverse, on sait que les signes vont changer. Donc, au milieu, on aura 1 sur t au carré plus 1, compris entre donc, 1 sur 2. Donc, moi, j'ai mis le 2 ici, 1 ici, et 1. Parce que 1 sur 1, ça fait 1, vous savez. Et donc, là, on n'a plus qu'à multiplier par tn de chaque côté. Donc compris entre tn et tn sur 2. Ça, on s'en fiche. Donc là, on a bien démontré que tn sur t au carré plus 1 était inférieur ou égal à tn. Voilà. Question 6. On déduit que pour tout n appartenant à nombre réel, la suite est comprise entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc on veut démontrer que la suite est entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc, dans le cours, donc dans la question 6, on déduit que pour tout n appartenant à nombre réel, un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc, on doit se servir de ce qu'on a fait dans la question précédente. Donc, tout simplement qu'on va se servir
de ça. Ça, on reconnaît Tn sur Tn sur T au carré plus 1. On reconnaît que c'est la fonction de Un. Ici. Donc, je vais le réécrire ici. On sait que Tn sur 1 plus T au carré est inférieur ou égal à Tn. Donc, ce que nous dit le cours, c'est que l'intégrale d'une fonction est inférieure ou égale... Enfin, bon, je vais faire la réciproque. Si l'intégrale d'une fonction est inférieure ou égale à l'intégrale d'une autre fonction, alors la fonction sera inférieure ou égale à l'autre fonction. Ça revient, on peut échanger, ça revient au même. En fait, on va passer de ça à ça, comme ça. Donc pour ça, on va faire l'intégrale. Donc ça, de toute manière, on sait que ce sera supérieur ou égal à 0. Donc on va faire l'intégrale entre 0 et 1 de 0 dt, qui est supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de tn sur 1 plus t au carré, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de tn de dt, et j'oublie tout le temps ça. Donc là, tout simplement, on a rajouté les intégrales à chaque fois. Ça revient au même. Donc ça, de toute manière, on sait que c'est 0. Ça, on sait que c'est un. Et là, on doit donc trouver 1 sur n plus 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va utiliser la primitive. Donc la primitive, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va l'appeler donc Tn égale grand G. Petit g, je veux dire. Donc, grand G de x. Je recommence. Donc, Tn, on va l'appeler par petit g. Petit g de x. G de t égale Tn. On sait que c'est de la forme xn. Donc, la primitive sera donc xn plus 1 sur n plus 1. Donc tout simplement, on aura tn plus 1 sur n plus 1. Donc la primitive sera tn plus 1 sur n plus 1. Grand G de x. On calcule sa primitive. Donc on va remplacer t par 0 et 1. Donc 1 n plus 1 sur 1 plus sur n plus 1 moins 0 n plus 1 sur n plus 1. Donc ça, de toute manière, c'est 0. Vu qu'il y a un 0. Et ça revient. Donc, de toute manière, 1 ne dépend pas de sa puissance. Donc, quoi qu'il y ait, ce sera toujours 1 sur n plus 1. Donc, ça, c'est 1 sur n plus 1. Je sais pas si c'est très compréhensible. Donc, on va avoir 0 qui est inférieur ou égal à un,
qui est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Donc, en déduire la limite de un. Donc pour ça, c'est très simple. Bon, on va le faire vite fait. Hein. On va faire la limite de ce terme-là et ce terme-là. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 0. Bah, tout simplement, c'est 0. La limite de n quand tend vers plus l'infini de un. Alors, un, qu'est-ce que c'est? Donc, un, c'est ça. On va le laisser plus tard, je veux dire. Et la limite de n quand il tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1. Ouais, donc pour la, en fait, ce que je voulais dire, ce qu'on va préférer, sur 7, en déduire la limite de un. Donc, on va utiliser la question précédente. Donc, pour ça, on va calculer la limite de ce terme-là et de ce terme-là pour savoir, par un théorème que je pense que vous saurez, vers quel nombre est temps, voilà. Donc, la limite de 0, quand n tend vers plus l'infini, bah, on sait que c'est 0. Quand limite de n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, si on remplace n par plus l'infini, on aura 1 sur plus l'infini qui sera égal à 0, car un nombre divisé par un nombre très grand, ça est égal à 0. Donc, ça tend vers 0, ça tend vers 0. On en déduit que la suite un tend vers 0 aussi. Alors, je crois que c'est un théorème. Je sais pas si c'est comparaison, encadrement. Faudrait que je revoie. Mais voilà. Donc, la suite un. Donc, la limite de un est 0. Voilà, je sais pas si j'ai très bien expliqué. Lol. Bien, après cette correction, nous allons passer au nouveau chapitre, le numéro 13, qui s'appelle Géométrie vectorielle dans l'espace. Alors la difficulté de ce chapitre, c'est que normalement je devrais être devant vous avec des petits bouts de papier, des stylos, pour essayer de vous faire comprendre comment des plans, des vecteurs peuvent être orthogonaux, etc. Et c'est ça qui va être un petit peu difficile de faire à distance. Donc on va commencer. Donc ici, on va commencer par le plus simple déjà, c'est définir ce que c'est qu'un vecteur. Donc un vecteur, on va essayer de prendre un stylo qui se voit. Donc un vecteur dans l'espace cette fois-ci, il doit être défini par une direction. Donc la direction c'est celle que l'on voit le long de mon stylo. Un sens c'est donc la longueur. C'est donc le sens ici c'est de mon doigt jusqu'à l'extrémité du stylo, et une norme qui donc va être la longueur du vecteur. Donc ceci, que ça se passe dans un plan, c'est-à-dire par exemple comme ceci, ou que ça se place dans l'espace, c'est-à-dire comme ceci, ça marche exactement de la même façon, si ce n'est que, évidemment, vous comprenez bien que dans un plan, un vecteur va avoir deux coordonnées x et y, alors que dans l'espace, il en aura trois. En tout cas, avant qu'on arrive à ça, donc ici, ce qui est bien important de comprendre, c'est que les vecteurs de l'espace héritent directement des vecteurs du plan, et donc du coup tout ce que vous avez vu sur le plan reste valable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à dire que deux vecteurs sont dans un plan, vous pouvez, même si ce sont à la base des vecteurs de l'espace, vous pouvez utiliser tout ce que vous savez sur les plans, c'est-à-dire notamment la relation de Chasles, c'est la collinéarité, etc.
Donc, deuxièmement, nous parlons d'un plan de l'espace. Alors, un plan de l'espace est défini grâce à deux choses. La première qu'il vous faut obligatoirement, c'est un point pour fixer, on va dire, le départ de ce plan. Et la deuxième deuxième chose qu'il vous faut, enfin c'est plutôt deux choses, c'est un vecteur ici U et un vecteur V qui vont être non collinaires. Donc ici, on imagine la chose suivante. Si je prends deux vecteurs, on va enlever ça, deux vecteurs, et bien dès que je fixe deux vecteurs, et bien automatiquement je fixe un plan qui va être défini par le point et les deux vecteurs. Évidemment ici, si je change de point, le plan va se déplacer parallèlement, hein, comme ceci, hein, par exemple. Voilà, il y a un deuxième plan ici parallèle. Et donc, ces deux plans que je suis en train de montrer et qui sont séparés l'un par rapport à l'autre, eh bien, ils ont les mêmes vecteurs qui les définissent, mais pas les mêmes points. Voilà. Donc ici, du coup, ce qui va être important, c'est que, du coup, si on prend un point M de l'espace qui appartient au plan, eh bien, du coup, là c'est mon téléphone, du coup, un point qui appartient à ce plan, il a des coordonnées. Et les coordonnées sont données bien sûr par rapport à la longueur du vecteur U et du vecteur V. Et donc on va lire que l'abscisse du point M et l'ordonnée du point M dans le plan, ça va se lire AM égale X fois le vecteur U plus Y fois le vecteur V, où X et Y appartiennent à R. Et avec le point A, bien sûr, qui appartient au plan. Donc cette propriété est importante, ça veut dire qu'à partir du moment où dans un plan, vous avez un point et deux vecteurs non collinéaires, vous définissez une espèce de repère. Alors attention, ce repère, il n'est pas ni orthogonal, ni orthonormé, ni normé, bon, il est un peu quelconque. Mais en tout cas, vous définissez un repère, ça veut dire que n'importe quel autre vecteur de ce plan peut être défini à partir des vecteurs U et vecteurs V en tant que coordonnées de ces vecteurs U et vecteurs V. C'est-à-dire ici, par exemple, un autre vecteur, c'est le vecteur AM, il s'écrit X fois le vecteur U plus Y fois le vecteur V. Donc ici, dans ces conditions, ce qu'on appelle le triplet AUV, c'est donc ce qu'on appelle un repère du plan, c'est ce que je viens de vous dire, et le couple UV, c'est donc un couple de ce vecteur directeur du plan, hein, puisqu'il sert entre guillemets d'unité pour définir l'ensemble de tous les autres vecteurs du plan. Petite démonstration quand même, parce que c'est pas quelque chose d'évident. Voilà, on va donc prendre dans le sens direct, on va définir un point M dans le plan et on va démontrer que ce point M peut avoir des coordonnées X et Y. Ben, c'est très simple, il suffit de définir des points B et C qui sont ici et là, de façon à ce que d'une part le vecteur AB corresponde au vecteur U et le vecteur AC corresponde au vecteur V. On sait que U et V par définition ne sont pas collinéaires et donc les vecteurs AB et AC ne sont pas non plus collinéaires et donc ici, du coup, le point M, il a forcément pour coordonnées, dans le plan ABC, il a pour coordonnées X et Y. Réciproquement, si je prends un point M ici et que je choisis des coordonnées, X et Y sont données, hein, on vous le dit, eh bien qu'est-ce qu'il va se passer? Du coup, si on prend N, le point du plan de coordonnées N, un point du plan ABC de coordonnées X, Y dans le repère AUV, eh bien du coup, le vecteur AN est égal à X fois U plus Y fois le vecteur V, et donc ça veut dire que AN, le vecteur AN et le vecteur AM en fait sont égaux et que M et N sont confondus et que M appartient bien au point ABC. Donc ici, ce qu'il faut vraiment essayer de comprendre, hein, c'est qu'on essaye à chaque fois de revenir sur une démonstration qu'on ferait dans le plan, hein, et pas dans l'espace. Donc ici, à chaque fois, on part d'un point M qui est dans l'espace, qui a priori aurait trois coordonnées X, Y, Z, et en fait, on n'en regarde que deux, en se plaçant dans le plan.
Ici, ce qu'il faudra surtout retenir au-delà de la démonstration, qui n'est pas forcément hyper importante, c'est qu'un plan est donc totalement déterminé par la donnée de 3 éléments, un point et 2 vecteurs non collinéaires. Dès que vous êtes capable d'avoir un point A ou n'importe quel, peu importe son nom, et 2 vecteurs non collinéaires, eh bien vous définissez un plan. Et notamment, une des premières questions qu'on pose dans les sujets, c'est est-ce que les vecteurs sont collinaires ou pas. Propriété numéro 2. Si on prend cette fois-ci 2 plans qui sont déterminés par un même couple de vecteurs non collinaires, eh bien, si on prend ce vecteur-là égal à celui-là, c'est le même, et celui-là identique, mais attention, avec un point A ici et un point B qui ne sont pas au même endroit. Eh bien, qu'est-ce qu'on définit? On définit forcément 2 plans parallèles. 2 plans parallèles, alors il y a 2 choix, hein. Soit A et B sont vraiment très distincts, et dans ces cas-là, les 2 plans sont vraiment strictement parallèles, n'ont aucun point commun, soit le point A et le point B sont en fait dans le même plan, et dans ces cas-là, on obtiendra des plans confondus. Alors au niveau de la démonstration, ça peut se faire, elle est là. Donc on va considérer 2 plans, P et P', de repères respectifs AUV et BUV. Donc remarquez ici que ces 2 plans partagent les mêmes vecteurs directeurs, U et V, mais ne partagent pas les mêmes points. Alors, ici, on va considérer 2 cas. Si P et P' sont confondus, la démonstration est triviale puisque des plans qui sont confondus sont forcément parallèles. Dans la suite, on va supposer que P et P' ne sont pas confondus. Et si P et P' ne sont pas confondus, on va démontrer qu'ils n'ont aucun point commun. Et pour démontrer qu'ils n'ont aucun point commun, on va faire une démonstration par l'action, c'est-à-dire on va supposer qu'il y aurait un point commun. Et si ce point commun existait, qu'est-ce qui se passerait? Et on va essayer de démontrer que c'est absurde. Donc on va supposer donc, que P et P' possèdent un point M en commun. Du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Si le point M il appartient à P et à P', ça veut dire que par exemple le point M il est ici dans le point P, et ça veut dire donc que le point M il est repéré dans le plan P grâce au point A et au vecteur U et V, ce qui veut dire que le vecteur AM qu'on peut tracer ici, le vecteur AM, alors j'essaie de me trouver une flèche, pas raté, vecteur AM ici, donc le vecteur AM qui est ici va pouvoir s'écrire x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V, où x, y seront donc les coordonnées de M dans le repère AUV. Et puis si le point M il appartient aussi à P', donc là je vais tracer un truc un peu absurde, c'est-à-dire je vais tracer un deuxième point, mais nous évidemment il faut qu'on suppose que c'est le même point. Si le point M il appartient au plan P', eh bien même chose, il a forcément des coordonnées dans le plan P'. Et donc ça veut dire que le vecteur BM s'écrit x'U plus y'V, où x' et y' seraient les coordonnées du point M dans P'. Maintenant, on va calculer le vecteur AB. D'après la relation de Chasles, le vecteur AB ici, on peut l'ouvrir en deux, c'est le vecteur AM plus le vecteur MB. Le vecteur AM, on l'a ici, c'est XU plus YU. Et le vecteur MB, on a son opposé ici, qui est BM, qui est X'U plus Y'V. Donc si on fait AM plus MB, on va avoir XU plus YV, moins X'U, moins Y'V. Et donc en regroupant tout ça, on arrive à démontrer que le vecteur AB, il était égal à X moins X'U plus Y moins Y'V. Autrement dit ici, qu'est-ce qu'on démontre? Ça démontre que le point B peut s'écrire dans le repère de centre A et de vecteurs directeurs U et V comme étant un point du plan P, puisque le plan P, c'est le plan de centre de repère AUV. Donc ici, comprenez bien ce qui se passe. En écrivant cette relation, comme ici j'ai A, et là j'ai U, et là j'ai V, et que AUV, ça correspond au plan P, ça veut dire que le point B s'écrit en fonction du repère AUV. Donc s'il s'écrit en fonction du repère AUV, ça veut dire que le point B appartient à P. Donc ça veut dire que ce point-là, il doit forcément appartenir à P. Et donc le repère BUV, finalement, c'est donc un repère de P. Et si le repère BUV, c'est un repère de P, ça veut dire que P et P' sont confondus, puisque BUV, je rappelle que BUV, c'est
à la base un repère de P'. Donc si BUV est un repère de P', AUV est un repère de P, et BUV, on démontre que c'est aussi un repère de P, ça veut dire que P et P', en fait, ils sont confondus, et que donc, du coup, ce qui n'est pas possible, puisque au départ, on a supposé que les points P et P' n'étaient pas confondus. Donc ça veut dire que l'hypothèse qu'on avait fait, c'est-à-dire celle-ci, que P et P' avaient un point commun, est donc absurde, et donc P et P' n'ayant aucun point commun, ils sont donc forcément parallèles. Donc ce qu'on retiendra, même si encore une fois la démonstration n'est pas vraiment à retenir, c'est mieux si vous la compreniez, mais si vous ne la comprenez pas, c'est pas grave. C'est que donc si on a deux plans qui sont déterminés par le même couple de vecteurs non collinaires, ici en l'occurrence U et V, eh bien il y a deux choix, soit ils sont confondus, soit ils sont parallèles. Et bien sûr, dans la plupart des cas, ils seront parallèles puisqu'on prendra soin de choisir deux points A et B qui serviront de centre pour les repères, qui ne soient pas dans le même plan. Bien, on peut passer au grand 2. Nous allons parler des vecteurs coplanaires et repères de l'espace. Alors les vecteurs coplanaires, vous les connaissez déjà, vous vous rappelez, hein, les vecteurs qui sont coplanaires, je rappelle, ce sont des vecteurs qui appartiennent au même plan. Donc là, si on regarde bien le dessin, on voit bien que EF, CD et AB appartiennent tous au plan gris, hein, qui est ici. Donc je les repasse ici. Ces trois vecteurs-là sont coplanaires. Et bien, du coup, par extension, on dira que les vecteurs qui sont ici, U, V et W, U, V et W, qui sont tous des vecteurs égaux. Alors le U est égal au vecteur AB, V est égal au vecteur CD et W est égal au vecteur EF. Et bien, du coup, ces trois vecteurs-là sont donc eux aussi coplanaires. Donc ici, c'est important. Donc trois vecteurs sont coplanaires s'ils possèdent des représentants appartenant à un même plan. Donc ici, des représentants, hein, ça veut dire juste des vecteurs qui sont égaux à eux-mêmes. Hein. Donc ici, les vecteurs U, V et W sont tous les trois coplanaires, c'est-à-dire partagent le même plan, parce qu'on a été capable de trouver trois représentants qui sont en bleu sur le dessin actuellement, qui appartiennent eux au même plan. Donc on va considérer du coup un théorème. Si on considère deux vecteurs U et V qui sont non collinaires, et je rappelle ce que ça veut dire, hein, si deux vecteurs sont non collinaires, ça veut dire qu'ils forment un repère avec un point O. Donc ici en l'occurrence, O, U et V forment un repère du plan qui est dessiné. Et bien si deux vecteurs U et V sont non collinaires, alors les vecteurs UV et W sont coplanaires si et seulement si il existe deux nombres x et y tels que le vecteur W soit égal à x fois le vecteur U plus y fois le vecteur V. Donc vous comprenez donc que le vecteur W est une combinaison des vecteurs U et V, hein, c'est-à-dire qu'il s'écrit en fonction de plusieurs fois le vecteur U plus plusieurs fois le vecteur V, hein, et donc du coup le vecteur W est coplanaire avec U et V. Donc attention, cette propriété marche dans les deux sens, puisque c'est un si et seulement si. Donc ça veut dire que si vous avez trois vecteurs qui sont coplanaires, alors vous pouvez trouver deux nombres x et y tels que W est égal à XU plus YV, ou inversement, si vous êtes capable de dire que W c'est une combinaison de U et de V, c'est-à-dire qu'il s'écrit par exemple 2 fois plus 3V, et bien du coup vous pouvez affirmer que U, V et W sont coplanaires. Donc ce théorème se lit dans les deux sens. Alors la démonstration est relativement simple, ça se fait avec tout simplement des points. On va prendre O1, un représentant du vecteur U, donc O et A ici sont des représentants du vecteur U, OB pareil pour le représentant du vecteur V, et OC ici le représentant du vecteur W. On sait que U et V sont non collinaires, hein, parce que c'est marqué dans la consigne du théorème, donc le vecteur U et le vecteur V sont non collinaires, donc on sait du coup que le triplet OUV c'est un repère du plan OAB. Et puis comme W s'écrit x fois U plus y fois V, eh bien on a donc le vecteur OC qui est égal à x fois U plus y V. Et donc d'après la propriété 1, on peut en déduire que C appartient au plan OAB. Et si C ici appartient au plan OAB, ça veut donc dire que UV, vecteur U, vecteur V et W sont donc bien coplanaires. Voilà. Passons à la propriété. Nous passons à un vecteur
vecteur de l'espace cette fois-ci. Regardez bien, le vecteur OM, il n'est plus cantonné au vecteur, au plan du bas, là, qui est ici le plan que je pourrais dessiner ici, là, il n'est plus cantonné au plan en bas, là. Donc ici, on a trois vecteurs. On a le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K, qui sont trois vecteurs non coplanaires. On en arrive à faire trois vecteurs. Et pour tout vecteur U, il existe un unique triplet x, y, z, tel que U est égal à xi plus yj plus zk. Alors ça, c'est fondamental. Le vecteur OM, ici, c'est un vecteur quelconque, un vecteur de l'espace. Et donc ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si on se donne un vecteur I, un vecteur J et un vecteur K non coplanaires, eh bien, dans ce cas-là, ces trois vecteurs peuvent servir de base pour un repère qui serait donc le repère OIJK, donc un repère de l'espace, qui permet du coup de dire que le vecteur U, en fait, il est composé des trois vecteurs IJK avec des facteurs multiplicatifs qui sont les coordonnées x, y et z. Et donc ici, ce qui est très important de comprendre, c'est que le vecteur U s'écrit x fois le vecteur I, plus y fois le vecteur J, plus z fois le vecteur K, exactement comme dans le plan où un vecteur du plan pouvait s'écrire alpha I plus bêta J. Alors, il y a une démonstration qu'on va lire rapidement, mais encore une fois, ce n'est pas l'essentiel. Pour cette démonstration, on va la faire en deux parties. La première partie, c'est l'existence du triplet x, y, z pour n'importe quel vecteur U. Alors, donc rappelez-vous l'idée, on repart sur le dessin d'avant. On a un vecteur U, et on a trois petits vecteurs I, J et K qui sont non coplanaires. Et l'idée, c'est d'arriver à dire que le vecteur U, quel quoi qu'il se passe, il peut toujours se décomposer en fonction de I, de J et de K. Donc on va distinguer deux choses. Alors déjà, on va appeler le vecteur, on va lui donner un représentant, ce vecteur U. Ce représentant, ça sera le vecteur AB, ça sera plus facile. Ensuite, on va appeler P le plan de repère AIJ. Pour ceux qui voudraient retourner sur le dessin, le plan de repère AIJ, c'est celui que j'ai mis en couleur. Ici, là, c'est le repère qui est tout en bas, là, c'est OIJ. Donc ici, donc le repère AIJ, on va donc maintenant regarder deux choses. Donc il y a deux cas de figure. On peut scinder la démonstration en encore deux parties. Le cas où B appartient au plan P, c'est-à-dire où B et A en fait sont dans le plan du bas, donc ici c'est ce dessin-là. Et puis dans le deuxième cas où le plan B n'appartient pas à P, c'est-à-dire il y a le point A qui appartient à ce point-là, et puis le point B, lui, il est plus haut ou plus bas. Donc si B appartient à P, ça veut dire que le vecteur AB, il se décompose, il est entièrement inclus dans le plan du bas, dans le plan qui est ici, dans ce plan-là, qui est tout en bas. Donc ça veut dire que le vecteur AB, ici, peut se décomposer à l'aide de deux nombres uniquement, qui seront donc x fois le vecteur I et y fois le vecteur J. Et en revanche, il n'y aura pas besoin du vecteur K, donc c'est pour ça qu'ici, que si le point B appartient à P, alors le vecteur AB se décompose uniquement suivant le vecteur I et J. Le vecteur AB, c'est x fois le vecteur I, plus y fois le vecteur J, plus 0 fois le vecteur K. Maintenant, si B appartient pas à P, que se passe-t-il? Si B appartient pas à P, le point B, par exemple, va se retrouver, disons, au-dessus du plan P. Et dans ces cas-là, le vecteur U, le vecteur AB, là, c'est le même, va pouvoir se décomposer en deux composantes, le vecteur AC plus le vecteur CB, où le vecteur AC et le vecteur CB forment un angle droit, ici, sont orthogonaux. Et donc le vecteur AC va être lui entièrement contenu dans le plan du bas, et en revanche le vecteur CB, lui, il ne va pas du tout être contenu, il va être totalement à la verticale. Limite collinéaire avec le vecteur K. Et donc vous voyez où je veux en venir, je vais essayer de me ramener au cas précédent. Donc du coup, on peut dire que le vecteur AB, qui est ici, s'écrit AC plus CB, et le vecteur AC, d'après ce qu'on vient de dire, eh bien, on peut le décomposer à partir de I et de J, qui sont ici. Donc le vecteur AC s'écrira XI plus
YJ, hein, donc le vecteur AC va se décomposer, comme il est entièrement contenu dans le plan IJ et A, donc du coup le vecteur AC s'écrit XI plus YJ, et puis le vecteur BC, lui qui est collinéaire à K, bah, du coup il va pouvoir s'écrire complètement à partir du vecteur K, donc le vecteur BC lui va s'écrire BC égale Z fois K, où Z est un nombre, hein, ça va être un multiple du vecteur K, puisque le vecteur BC, ici, enfin, ou CB plutôt, ça serait plutôt mieux de le dire comme ça, le vecteur CB, lui, va être collinéaire au point K. Et donc du coup, le vecteur BC, donc du coup, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le vecteur AB, c'est quoi? Ben, c'est XI plus YJ plus ZK, puisque XI plus YJ, ça fera le vecteur AC, et ZK, ça fera le vecteur CB. Et donc du coup, bah, pas de problème, on a bien trouvé X, Y et Z qui permettent de définir le vecteur AB à partir des vecteurs I, J et K, et donc on a montré que ce triplet existait quelle que soit la situation. L'unicité, l'unicité se fait de la façon suivante. Alors on va imaginer un point M et un vecteur U du coup, et on va imaginer que l'on ait deux écritures distinctes pour le même point, le même vecteur U. Imaginons donc ici, c'est ce qui a marqué, que le vecteur U puisse s'écrire de deux façons différentes, XI plus YJ plus ZK pour la première façon, et puis imaginons qu'il y a un deuxième triplet, X'I plus Y'J plus Z'K. Du coup, si on met tout à gauche sur cette égalité que je surligne là, si on met tout à gauche, eh bien on arrive à dire que X moins X'I plus Y moins Y'J plus Z moins Z'K est égal au vecteur nul. Et on va pouvoir supposer que, alors l'une des trois différences n'est pas nulle, par exemple on va supposer que Z et Z' sont pas nuls, hein. Du coup on obtient vecteur K est égal à X' moins X sur Z moins Z'I plus Y' moins Y sur Z moins Z'J. Et donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si par exemple Z moins Z' n'est pas nul, ça veut dire que le vecteur K s'écrit en fonction de I et J. Et ça, justement, c'est impossible, puisqu'on a expliqué que le vecteur K était non coplanaire avec le vecteur I et J, donc ça veut dire que le vecteur K ne peut pas s'exprimer en fonction de I et J. Donc ça veut dire que l'hypothèse Z moins Z' différent de 0 est impossible. Et donc ça veut dire que Z égale Z'. Et puis on peut faire ça la même chose pour X moins X' et Y moins Y'. Et donc on arrive à dire que du coup X moins X' vaut forcément 0, Y moins Y' vaut forcément 0. Et donc du coup ça veut dire que X égale X', Y égale Y' et Z égale Z'. Ok, tout ça c'est très théorique. Maintenant voyons comment ça se passe dans les exercices. Donc voilà, vous avez un cube et vous avez des vecteurs. Alors le cube s'appelle ABCDEFGH et vous avez le vecteur AB, le vecteur BC et le vecteur CG qui sont non coplanaires. Le vecteur AG, comme vous voulez le voir, il est en pointillé, il se décompose, c'est le vecteur AG est égal au vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CG. Déjà, être convaincu de ça, tout simplement, c'est grâce à la relation de Schall, le vecteur AG peut se décomposer en AB plus BC plus CG, puisque ici, la relation de Schall nous permet de faire le pont, là, et on retrouve, en recompactant toute l'expression de droite, on retrouve le vecteur AG. Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Du coup, ici, on a trois vecteurs non coplanaires, et donc on pourrait donc dire que dans la base AB, BC, CG, le vecteur AG s'écrira 1, 1, 1, des coordonnées. Bien. Alors, une application de tout ça, c'est la démonstration du théorème du toit. Alors encore un truc assez théorique, j'en suis désolé, on va bientôt faire des exercices et aller dans le vif du sujet. Mais pour l'instant, il faut qu'on rattrape quelque chose parce que lorsque je vous ai donné le théorème du toit sur le premier chapitre de géométrie dans l'espace, je vous en avais pas fait la démonstration, je vous avais dit qu'on la ferait un jour, et bien voilà, le moment est venu. Alors je rappelle le théorème du toit. Donc le théorème du toit, c'est qu'on a deux plans P1 et P2. Et P1 et P2, on sait qu'ils sont sécants, et là on voit qu'ils sont sécants dans une droite qui est en noir, là, qui s'appelle delta. Et je rappelle que le théorème du toit dit que si on a une première droite dans le premier plan, en l'occurrence ici la droite D1 qui est en violet,
dans le plan P1. Si on a une deuxième droite qui est dans le plan P2 et qui est en vert, qui s'appelle la droite D2, eh bien, on a vu que le théorème du toit dit que si la droite D1 et D2 sont parallèles, alors forcément, elles sont aussi parallèles à la droite delta, qui est l'intersection des deux plans. Donc c'est ça qu'on va démontrer, hein, c'est que D1, droite du plan P1, et D2, droite du plan P2, D1 parallèle à D2, alors forcément D1 parallèle à D2 parallèle à delta. Et c'est le parallèle à delta qu'il faut trouver. Alors pour ça, ici on va se fournir en notation avant de commencer. Alors on regarde bien le dessin ensemble. Donc ici, on va fournir au vecteur, à la droite D1, on va fournir ici le vecteur directeur U. Du coup, ce vecteur directeur 2, comme la droite D1 et D2 sont parallèles, bah, ce vecteur directeur U peut aussi servir de vecteur directeur à D2. Du coup, on va, pour définir le plan P1, on va donner un deuxième vecteur au plan P1 qui va être le vecteur V1. Et ce vecteur V1, la seule chose qu'on doit faire, c'est qu'il ne doit pas être collinéaire au vecteur U. Donc là, par exemple, je l'ai fait vers le bas. Donc le vecteur V1 et le vecteur U sont une base du vecteur P1. De la même façon, on va adjoindre au vecteur U dans le plan P2, on va adjoindre un vecteur V2 qui lui aussi doit être non collinéaire, donc pas dans la même direction, au vecteur U. Donc non collinéaire V2 et non collinéaire vecteur U, donc on sait que V2 et U peuvent servir de base dans le vecteur P2. Et donc on va s'interroger maintenant sur le vecteur W qui lui appartient, si vous regardez bien, qui est le vecteur directeur de la droite delta, et donc il appartient aux deux plans. Et s'il appartient aux deux plans, ça veut dire que le vecteur W peut se définir comme une combinaison de V1 et U, et comme une combinaison de V2 et U, puisqu'il appartient aux deux plans. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc ici, toutes les notations sont rappelées. Donc on a U, le vecteur de D1, on a V1, un vecteur de P1, tel que UV1 soit un couple de vecteurs directeurs de P1. Donc UV1, hein, ici, est un couple de vecteurs directeurs de P1. Ça veut dire que n'importe quel vecteur de P1 peut se décrire à l'aide d'une combinaison de U et de V1. Donc en l'occurrence, ça sera le cas du vecteur W. Et puis on a U et V2 qui sont eux aussi un couple de vecteurs directeurs de P2, et donc n'importe quel vecteur du plan P2 pourra se décrire à l'aide de U et de V2. Et donc c'est donc ça qu'on va écrire. Donc on a W qui est le vecteur directeur de delta, et donc comme delta appartient à P1, donc il existe un couple de nombres x1 et y1 tel que le vecteur W va s'écrire x1u plus y1 v1. Donc ici, on écrit le vecteur W dans la base qui est ici, hein, dans la base du plan P1. De la même façon, on va regarder le même vecteur W, mais cette fois-ci dans le plan P2. Donc dans le plan P2, il va se décrire comme étant combinaison du vecteur U, le même, puisque le vecteur U sert à la fois pour D1 et pour D2, et du vecteur V2 qui lui a été choisi ici. Donc du coup, le vecteur W, c'est x2U plus y2V. Évidemment, ces deux vecteurs, on décrit deux fois le même vecteur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ces deux égalités ces deux expressions là, ici, sont égales. Donc on écrit que x1u plus y1v est égal à x2u plus y2v. Je ne sais pas pourquoi il y a comme une virgule là qui est restée dans mon écriture. Donc du coup, en passant tout ce qui concerne u à gauche et en passant tout le reste à droite, donc ça et ça, on le regroupe à gauche ici, ça fait x1 moins x2u. Et cette partie-là, ici, y1v, on la retrouve ici, donc moins y1v. Du coup, on l'a réécrit, et puis là, on va distinguer deux cas. Premier cas, si on va supposer que x1 soit différent de x2, et puis on va supposer ensuite que x1 égale x2. Comme ça, on aura fait ce qu'on appelle une disjonction des cas, et donc on aura vu tous les cas possibles. Alors si x1 est différent de x2, ça veut donc dire que x1 moins x2 est différent de 0. Donc on peut diviser
l'ensemble des membres de cette équation par x1 moins x2. Donc c'est ce qu'on obtient. On obtient vecteur u est égal à y2 sur x1 moins x2 v2 moins y1 sur x1 moins x2 v1. Et donc ça veut dire que le vecteur u, le vecteur v2 et v1 sont coplanaires. Et que même le vecteur u en fait s'écrit comme une combinaison de vecteurs v1 et v2. Mais c'est impossible. Parce que si vous regardez bien votre dessin, le vecteur U, le vecteur V1 et V2 sont non coplanaires. Parce que les plans P1 et P2 sont séquents. Et donc s'ils sont séquents, ils ne peuvent pas être parallèles. Donc ça, c'est pas possible que X1, du coup, c'est pas possible que X1 soit différent de X2. Ça, c'est le cas impossible. Maintenant, deuxième cas, si X1 égale X2, que se passe-t-il? Si X1 égale X2, ça veut dire que tout ça, ça vaut 0. Et donc, ça veut dire que y2 v2 moins y1 v1 est égal à 0. Ce qui veut dire concrètement que y2 v2 est égal à y1 v1. C'est-à-dire que ici, ce vecteur-là et ce vecteur-là sont comment dire, collinéaires l'un par rapport à l'autre. Mais le problème, c'est que V1 et V2 ne sont pas collinéaires puisque les plans ne sont pas, P1 et P2 ne sont pas parallèles. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible, sauf si y2 ou y1 valent 0 en même temps, tous les deux en même temps. Et si y2 et y1 valent 0 tous les deux en même temps, que se passe-t-il? Ça veut dire qu'en fait, le vecteur w, qui est ici, il s'écrit comme étant égal à x1 fois u si on retourne tout au début, c'est-à-dire en revenant ici, y1, y2 égale 0, ça veut dire que tout ce que je mets en jaune là, ça vaut 0, et que finalement le vecteur w s'écrit x1u, x2u, et donc du coup ça signifie que tout simplement D1 et D2 sont différents de... Enfin x1 égale x2 et donc D1 et D2 sont parallèles à delta puisque le vecteur w en fait il est collinéaire, c'est ça que se dit, le vecteur w est collinéaire au vecteur u. Donc c'est ça ce que dit w égale x1 fois u ou x2 fois u, c'est comme vous préférez, puisque x1 et x2 sont égaux, je rappelle dans ce cas-là. Et donc le vecteur w est collinéaire au vecteur u, et donc si le vecteur w est collinéaire au vecteur u, ça veut dire que delta, d1 et d2 sont parallèles. Bien, alors on en arrive enfin à un exercice, 17 minutes pour ça. Donc c'est le numéro 1, page 295. Ce que je vous propose, c'est que vous essayez de le regarder tout seul. Et puis, on en fait la correction dans 5 minutes. Bon, je vous laisse pas tout seul, mais c'est un exercice qui est un peu difficile, il faut quand même le dire, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de la relation de Chasles et je pense que vous êtes rouillés. Alors, on va le faire ensemble. Donc, je rappelle la consigne. Donc, vous avez un parallélépipède, qui est ici. On a I, qui sera le milieu du segment EG. Donc ici, il faut voir que vecteur IE égale vecteur IG, par exemple. Et on a M, un point tel que MB plus 2MI soit égal à vecteur nul. C'est-à-dire ici MB, là, je ne sais pas si vous voyez, le vecteur MB est égal à moins 2 fois le vecteur MI. C'est-à-dire que M, il est aux 2 tiers, en fait, de IB. Bien, alors, justifier que 2 fois le vecteur MI est égal à ME plus MG. Alors, 2 fois le vecteur MI est égal à ME plus MG. Le plus simple, c'est de partir, par exemple, de la partie droite, là, et de partir de ME plus MG, puis d'essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, ME plus MG, l'idée, c'est donc d'essayer de faire apparaître le vecteur MI. Donc, comment faire ça? ME plus MG, l'idée, bien sûr, c'est d'introduire, grâce à la relation de Chasles, le point I ici, pour faire apparaître le vecteur MI, dans le premier, et ici, pareil, entre le M et G, de faire apparaître le vecteur MG. Donc réfléchissez-y 30 secondes. Le vecteur ME, si je mets le point I au milieu, ça va me faire, et là vous essayez de vous dire la réponse, et vous vérifiez que c'est bien MI plus IE, grâce à la relation de Chasles. Pareil pour le vecteur MG, on essaye de mettre le point I au milieu, donc ici du coup, ça va faire, allez, essayez d'y réfléchir, MG, ça va être relation de Chasles, MI plus IG, et donc du coup on a ME plus MG, ME plus MG, on voit qu'il y a les deux MI ici. Les deux MI,
Donc ici, on va bien arriver à démontrer que ME égale MG égale 2mi, à condition d'arriver à démontrer que ça et ça fait 0. Or justement, ici, le point I, le point E et le point G, on sait quelque chose sur eux. On sait que I est le milieu de G, donc ça veut dire que le vecteur IE qui est ici et le vecteur IG ici sont opposés. Donc on va pouvoir le dire directement. On va dire que IE plus IG est égal au vecteur nul parce que I c'est le milieu de EG. Et donc ici on a bien vecteur ME plus vecteur MG est égal à 2MI. Ok, déduisez-en que MB plus ME plus MG égale vecteur nul. Donc ici il y a un mot important, c'est déduisez-en. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on utilise tout ça. Donc on écrit la partie de gauche, MB plus ME plus MG égale, et l'objectif c'est de trouver que ça fait 0. Donc MB plus ME plus MG, c'est donc égal à MB plus, alors là si vous en déduisez quelque chose, regardez un peu la ligne juste au-dessus, ME plus MG peut être remplacé par 2mi. Donc du coup MB ici plus 2mi. MB plus 2mi, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce qu'on sait sur MB plus 2mi? Si on cherche bien dans l'énoncé, avez-vous trouvé? Oui, ici, MB plus 2mi, c'est égal à vecteur nul. Donc MB plus 2mi, c'est donc MB moins MB. Bon, en tout cas, ça fait vecteur nul. Voilà, il n'y a même pas besoin d'écrire MB moins MB. On peut directement dire que ça fait vecteur nul. Donc du coup, MB plus ME plus MG. Démontrer ensuite que les points DMF sont alignés. Alors des points DMF alignés, ici il faudrait peut-être qu'on arrive à les voir, ces points DMF. Donc ici je vous suggère vivement de tracer, si vous ne l'avez pas fait dans votre tête au moins, de tracer les points DMF. Et donc je rappelle un truc très important de seconde, c'est que des points sont alignés à partir du moment où on a deux vecteurs collinéaires ayant une même origine ou une même extrémité, ou une extrémité et une origine commune. Donc ici par exemple, si on regarde des vecteurs, donc si par exemple je prends, attendez, je vais me trouver des flèches, j'ai dit je vais me trouver des flèches. Voilà, si je prends le vecteur DM, par exemple ici, il faudrait arriver à démontrer qu'il est collinéaire, par exemple, au vecteur DF. Voilà, alors c'est avec pas la même couleur, ça aurait été mieux. Pas collinéaire avec le vecteur DF. Et du coup, on aurait deux vecteurs collinaires, donc ayant la même direction, ayant en plus un point commun qui serait le point D. Donc deux vecteurs qui sont collinaires et qui ont le même point D, pour ceux qui arrivent à voir dans la vignette. Donc ça c'est deux vecteurs collinéaires, hein, ils ont deux vecteurs collinaires, ils ont la même direction, mais si on fait en sorte qu'ils aient une extrémité commune, donc si on les rapproche de façon à ce qu'ils aient une extrémité commune, il faut forcément ils deviennent complètement alignés l'un avec l'autre. Alors ça peut être comme ceci, ça peut être comme ceci, ça peut être comme ceci, voilà. Mais en tout cas deux vecteurs qui ont la même direction, c'est-à-dire deux vecteurs collinéaires, et qui en plus ont une extrémité commune, eh bien ça forme automatiquement 3 points alignés. Donc ici, l'idée c'est par exemple d'essayer de démontrer que le vecteur DM et le vecteur DF sont collinéaires l'un par rapport à l'autre. Alors on va partir de ce qu'on sait, c'est-à-dire de la question précédente, c'est-à-dire que MB plus ME plus MG égale vecteur nul. MB plus MG plus ME égale vecteur nul, l'idée c'est, je vous ai dit, essayer de faire apparaître le vecteur DM par exemple. Donc pour faire apparaître le vecteur DM, il n'y a pas 100 millions de solutions. Ici, il faut injecter, grâce à la relation de Chasles, il faut injecter le point D. Donc ici, le vecteur MB, réfléchissez-y, si vous mettez le point D, ça va faire, allez, dites-moi, MB, on met le point D au milieu, donc ça fait, oui, vous avez raison, c'est exactement ça, c'est MD plus DB. Pareil, on va injecter le point D entre M et E, le vecteur ME, à la place du vecteur ME, on va obtenir, je vous écoute, MD plus DE. Vous avez raison. Et enfin pour MG, ça va faire MD plus DG. On va pouvoir regrouper les trois vecteurs. Donc le vecteur MB ici, le vecteur MD ici, le vecteur MD ici. On peut les regrouper, ça fera 3 fois le vecteur MD.
Ok, 3 fois le vecteur MD, et puis on va avoir les 3 petits vecteurs qui sont là, DB, DE et DG. Donc DB, DE, DG, on se les met à côté. Et puis même, regardez ici, le vecteur 3MD, eh bien on va passer DB, DE et DG de l'autre côté. Et en changeant, bien sûr, en les passant de l'autre côté, DB devient moins DB, et moins DB, ça s'écrit BD. DE devient moins DE, ça devient plus ED, et DG devient moins DG, et ça devient plus GD. Donc 3 vecteurs MD. Alors maintenant ici BD, ED et GD, l'objectif c'est d'arriver à essayer d'écrire un vecteur collinéaire à MD. Alors le vecteur collinéaire à MD, on a dit que l'autre vecteur c'était DF par exemple. Donc ça serait bien de faire apparaître ici le vecteur DF. Alors ici ça va pas être facile de faire apparaître DF, mais plutôt FD dans un premier temps. Donc ici on va avoir FD, là on va avoir FD, là on va avoir FD. Donc BD, si on utilise la relation de Chasles, BD va pouvoir, avec le point F, va pouvoir donner BF plus FD. Pareil, ED, avec la relation de Chasles au milieu, va donner EF plus FD. Et enfin, GD, toujours avec le point F au milieu, ça va donner GF plus FD. Ah ben là, on a trouvé 3 fois le vecteur FD. Donc ça veut dire que 3MD va être égal à 1, 2, 3 fois le vecteur FD. Et puis le vecteur BF, le vecteur EF et le vecteur GF, on va les laisser à côté, ici. Et on va essayer de les... Alors, 3MD ici, 3FD ici, puis ici BF, EF et GF, on va essayer de les regarder, ces vecteurs. Donc je vais prendre une flèche. Donc le vecteur, par exemple, BF... Essayons de voir un peu à quoi il est égal. Alors le vecteur BF, il est ici. Ce vecteur BF. On a ensuite le vecteur EF qui est ici, comme ceci. Et enfin, on a le vecteur GF qui est ici. On s'aperçoit de 3 vecteurs qui ont l'air, voilà, qui arrivent tous les 3 au point F et qui ont l'air non coplanaires comme ça. Alors l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de remplacer BF par quelque chose. Alors BF, on va le laisser tranquille, mais c'est EF, on va essayer de le remplacer de façon à faire apparaître ici une relation de Chasles pas forcément évidente. Donc ici, regardez bien, BF, je ne le remplace pas, mais EF, ici, l'EF il est ici, EF je le remplace par AB qui est ici, et DA, et GF qui est ici, je le remplace ici, hop, par un vecteur égal qui est le vecteur DA. Et du coup, je vais pouvoir m'apercevoir que là j'ai BF, AB et DA, et du coup je vais pouvoir faire une relation de Chasles. Alors cette relation de Chasles, elle va commencer ici, ça va commencer comme ça, que je ne me trompe pas, c'est DA en premier, ensuite AB en deuxième, et BF ensemble. Si vous les prenez à l'envers, là, DA plus AB plus BF, qu'est-ce que ça va faire? Alors je vous laisse réfléchir. 3, ici j'ai toujours mon 3MD, là j'ai toujours mon 3FD, et si je fais DA plus le vecteur AB plus le vecteur BF, j'obtiens ici, avec une relation de Chasles, le vecteur DF. Ben, ça tombe bien parce que j'ai 3FD plus DF, alors ça veut dire que c'est 3FD moins FD, et donc ça me fait plus que 2FD, et donc là du coup j'obtiens que MD est égal à 2 tiers de FD. En tout cas, ça veut dire que MD et DF sont collinéaires, et comme ils sont collinéaires et qu'ils ont une extrémité commune, eh bien ça veut dire que D, M et F sont alignés. Voilà, cet exercice, la deuxième question était très difficile, parce que ça demande beaucoup de calcul et beaucoup de sens, et je suis sûr que vous n'y êtes pas arrivé, mais ne vous inquiétez pas, la suite va être plus facile. Alors la suite, c'est l'exercice numéro 2, qui est un peu du même style, mais en plus facile. Donc je vais vous laisser le faire pour la prochaine fois. Pour faire cet exercice, n'oubliez pas de faire un dessin. Vous dessinez un cube, vous placez les points I, le point J, le point K, les milieux, etc. Parce qu'il va falloir que vous arriviez aussi à trouver des vecteurs égaux les uns avec les autres dans le cube. Il va falloir utiliser la relation de Chasles exactement de la même façon qu'on l'a utilisé tout à l'heure, en introduisant dans les égalités des lettres judicieusement choisies pour faire apparaître des choses que vous connaissez, sachant que I, J, K sont des milieux, que le vecteur, que le 3EL est égal à 2EI. Voilà, il va falloir être très malin et injecter les bons points.
Et ne pas oublier que lorsqu'on a des points alignés, ça veut en fait dire qu'on a des vecteurs collinaires ayant une extrémité commune. Et pareil pour le petit a, pour démontrer que des vecteurs sont collinaires, il suffit de montrer que les vecteurs, il y a un facteur multiplicatif entre les deux, et de même pour la question de type B. Donc voilà, celui-là je vous laisse entièrement à le faire pour la prochaine fois. Je vous mettrai même un QCM pour vous motiver à le faire. On passe maintenant à l'exercice 3, où là on a ABCD qui est un tétraèdre. E, c'est le point de l'espace tel que vecteur AE est égal à 1 tiers de BD. On vous demande les vecteurs BA, BD et BE sont-ils coplanaires. Celui-là on va le faire ensemble, parce que donc on va utiliser cette nouvelle notion de cours, c'est la notion de coplanaire avec des vecteurs directeurs dans l'espace. Donc ici on a ABCD qui est un tétraèdre, et E c'est le point de l'espace tel que le vecteur AE est égal à 1 tiers de BD. Donc ici j'ai dessiné un tétraèdre, donc le tétraèdre c'est une pyramide avec une base triangulaire. N'oubliez pas de faire des pointillés pour ce qui est caché. Et puis je dois me poser la question, voilà le point E, où est-ce qu'il est? Alors on me dit que c'est 1 tiers de BD. Donc ici l'idée c'est, en faisant un peu à peu près, de couper le vecteur BD en 3. Donc ici je coupe à peu près en 3 une fois là, et puis là ça tombe presque ici. Et de prendre 1 tiers de BD. 1 tiers de BD, ça veut dire faire une flèche qui correspond au tiers de BD. Donc ici, pour le tiers de BD, je vais donc obtenir une flèche que je vais dessiner en rouge. Donc le tiers de BD, ça va être à peu près ça. Voilà, 1 tiers. Et de faire partir ce vecteur, non pas du point B, mais du point A. Donc ça veut dire que ici, j'ai donc le point E qui est donc à cet endroit-là. Et donc la question qu'on vous pose maintenant, c'est est-ce que le vecteur BA, donc le vecteur BA, je vais le tracer, je vais utiliser du vert, est-ce que le vecteur BA qui est ici, est-ce que le vecteur BD qui est ici, est-ce qu'ils sont coplanaires avec le vecteur BE qui est ici. Alors quand on regarde le dessin, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont coplanaires, est-ce qu'ils sont tous les trois dans le même plan? Quand on regarde, ça, on a l'impression en tout cas. On a l'impression. Et l'idée, c'est donc de se dire, voilà, est-ce qu'il est possible d'arriver à donner l'expression du vecteur BE en fonction de BA et BD? Parce que c'est ça l'idée, c'est que pour démontrer que 3 vecteurs sont coplanaires, il suffit de démontrer qu'il y en a un des 3 qui est une combinaison des deux autres. Autrement dit, il suffit de trouver, alors ici le plus simple, on voit bien que BE, ça sera plus facile de l'exprimer en fonction de BD et BA, parce que BD et BA sont des vecteurs du dessin, alors que BE est à l'air un peu au milieu de tout ça. Donc ici, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible de trouver BE est égal à alpha BA plus bêta BD, où alpha et bêta sont des nombres. Hein. Quels sont les nombres qu'on pourrait trouver pour que BE s'écrive comme une combinaison de BA et BD. Alors on va partir de BE et l'idée c'est d'essayer de décomposer BE. BE, bien sûr, on peut le décomposer de plein de façons, mais évidemment il faut essayer d'utiliser une façon intelligente qui va bien sûr utiliser la seule donnée qu'on sait sur le point E, et c'est-à-dire que ici ce qu'on sait c'est que AE égale 1 tiers de AD. Donc le vecteur BE, avec quelle lettre faut-il le décomposer pour faire apparaître soit le vecteur BA, soit le vecteur BE, soit le vecteur AE, soit une combinaison de cela? Eh bien, vous avez trouvé, effectivement, c'est avec le point A. Donc ici, on va dire que le vecteur BE, c'est égal à la relation de Chasles. Vous introduisez le vecteur B à l'intérieur du vecteur BE, vous introduisez le point A. Et normalement, vous trouvez que le vecteur BE, c'est donc BA plus AE. BA plus AE, maintenant, le vecteur BA, on n'y touche plus, puisque c'est un des vecteurs qu'on voulait. Par contre, le vecteur AE, on est un peu gêné, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est en fonction de BD. Mais heureusement, ici, on a cette relation-là, qui est que le vecteur AE est égal à 1 tiers de BD, et donc, du coup, vous allez pouvoir me dire que BE est égal à BA plus, et à la place de AE, vous allez me mettre, bah oui, forcément, 1 tiers de BD. Et donc là, vous avez démontré quoi? Bah, vous avez montré que vous avez trouvé deux nombres. Ce qui va nous servir pour alpha, c'est le nombre 1. Ce
qui va nous servir pour bêta, c'est le nombre entier. Et donc vous avez démontré ici que BA est égal à une combinaison de BA et BD. Et que si c'est une combinaison de BA et BD, ça veut dire que forcément BE, BA et BD sont coplanaires. Donc ici, la méthode que vous devez retenir, c'est que pour démontrer que 3 vecteurs sont coplanaires, il suffit de montrer que un de ces 3 vecteurs est une combinaison des deux autres. Quand je dis une combinaison, ça veut dire qu'il s'écrit un nombre fois le premier plus un autre nombre fois le deuxième. Et il suffit de trouver ces nombres. Voilà, ça c'était le numéro 3. Et du coup, je vous laisse avec le numéro 5, qui est exactement fait sur le même principe et que vous allez me faire pour demain.